suis ravi d'être avec vous à nouveau pour cette conférence annuelle de l'Observatoire du financement des entreprises par le marché. J'étais l'année dernière sur un des panels, cette année je fais la conclusion, et ce n'est pas par politesse pure que je dis que je suis ravi d'être là, c'est parce que c'est important pour le ministère de l'économie et des finances, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un long partenariat avec l'OFEM, parce que tout simplement, en tant que régulateur, en tant qu'autorité publique, on ne peut pas répondre à un problème qu'on connaît mal ou qu'on ne connaît pas bien. Donc l'observatoire, c'est son rôle, et là justement pour nous donner les données dont nous avons besoin pour nous aider à mieux comprendre les dynamiques du marché et par là même voir ce qu'on peut faire pour les corriger ou en tout cas les améliorer. Alors, en termes d'année 2024, moi je vais revenir évidemment sur un petit peu plus ce qui s'est passé du côté des autorités publiques et la façon dont on a essayé de résoudre certaines des questions qui ont été soulevées par les panels, notamment sur le fait que je crois que tout le monde sera d'accord qu'il y a encore beaucoup à faire pour faciliter et accroître le financement par le marché des entreprises, notamment dans un contexte qui, sinon, on peut le dire, je crois que ça a été rappelé ce matin, est au mieux flat ces dernières années, voire pour certaines parties, notamment l'attrition de la cote, a des caractères plus préoccupants. Alors, cela d'autant plus que, par exemple, l'attrition de la cote, ça existe aussi aux États-Unis, mais chacun sait bien que en Europe et en France, c'est particulièrement prononcé. À ce titre, malheureusement, l'année 2024 n'a pas été meilleure que l'année 2023. L'année 2024, c'est 4 entrées pour 36 sorties. C'est à peu près le même ratio qu'on avait eu en 2023. Bon, les raisons des affections de la cote, on n'y reviendra pas ce matin, sont multiples. Elles ne dépendent évidemment pas toutes des autorités publiques, mais on est là, je dirais, au moins pour ne pas nuire et au mieux pour essayer de favoriser. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Il y a évidemment, comme toujours, les deux niveaux, le niveau européen, le niveau français. Le niveau européen, ça a été le Listing Act, adopté en octobre dernier. Ça, c'était le grand moment de 2024 au niveau européen là-dessus. Comme vous le savez, c'était un texte qui avait vocation justement à rendre la bourse plus attractive pour les émetteurs en essayant de réduire les coûts et les contraintes, à la fois avec des mesures nouvelles, mais aussi, et c'est nouveau et c'est très bien, des corrections de choses qui avaient pu être faites dans le passé et qui n'allaient pas. Je pense notamment à la recherche en investissement. Je crois qu'on a été nombreux à déplorer les choix qui avaient été faits par le passé et qui ont très fortement affecté, voire il faut le dire, dévasté la recherche en investissement, notamment pour les plus petites cotations. Le Listing Act, alors peut-être que c'est tardif et peut-être que ce n'est pas assez, mais a quand même essayé de revenir en arrière sur certaines de ces erreurs. Je pense que l'Union européenne, apprenant de ces erreurs et cherchant à les corriger, c'est en soi encourageant. Alors, par ailleurs, au niveau national, et ça avait été, si on peut dire, ça a été moins une, puisque c'est la toute dernière loi qui avait été votée avant la dissolution de l'Assemblée nationale, ça avait été la loi attractivité. Alors, j'avais eu l'occasion d'en parler, je crois, justement, quand j'étais venu à la conférence de l'année dernière. À l'époque, c'était encore un projet. La satisfaction, c'est que c'est devenu la loi votée donc dans les temps au printemps dernier, qui a pu ensuite avoir l'ensemble de ces décrets d'application et qui a pu, alors encore, qui n'allait pas résoudre à elle toute seule tous les problèmes et toutes les questions, mais qui était là pour, de manière incrémentale, favoriser, simplifier, aider les émetteurs à choisir une fois de plus la cote, et notamment pour les petites et moyennes sur les marchés de croissance. Plus largement et au-delà de ces mesures ciblées sur la cotation, évidemment, ce sont l'ensemble des mesures finalement qui sont prises au niveau européen ou français en matière financière qui doivent aussi avoir ce prisme-là. Et simplement un texte qui, par exemple, semble relativement éloigné, comme la directive CSRD et l'ensemble des sujets de reporting, un sujet qu'on a porté fortement ces derniers mois, qui a été de dire bon, c'est un sujet transversal qui touche l'ensemble des secteurs, mais nous souhaitont que, en particulier, on ne crée pas de distorsion entre sociétés cotées et non cotées, si on peut dire, en passant sur un texte qui n'a rien à voir, mais en donnant
plus de contraintes à des sociétés cotées que des sociétés non cotées si elles sont de même taille ou de même secteur. Donc, c'est un point auquel on a été très attentif, où on continuera à l'être au sein de cet agenda européen de simplification qu'on soutient fortement, évidemment. On soutient la simplification, si on veut dire, pour tous, mais avec cet angle-là aussi. Et par ailleurs, j'ai parlé beaucoup de cotes là, mais on sait bien que le financement, ce n'est pas que le côté. Le non-côté, c'est très important aussi. On a essayé là aussi de faire des choses pour soutenir un secteur qui, certes, en 2024, s'est plus stabilisé qu'autre chose, donc ce n'est pas en soi alarmant, mais enfin, peut-être avec une dynamique qui était moins bonne qu'il y a 2, 3, 4 ans, en tout cas que la très forte dynamique depuis les années 2010 qu'on avait bien connue. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire en la matière? Encore une fois, niveau européen, niveau français. Niveau européen, bien entendu, ça a été la redynamisation d'ELTIF. C'était quand même un objectif central. Et puis, au niveau français, alors c'est contre-intuitif, c'est la loi industrie verte, on ne comprend pas forcément le lien, mais s'il y a un lien, et il y a un lien important, c'est que dans la loi industrie verte, dont les décrets d'application sont parus l'année dernière, on met en place, notamment dans les allocations par défaut d'assurance vie et du PER, des parts minimales d'actifs non cotés, et d'ailleurs aussi de PME cotées, qui vise à favoriser le fléchage d'une partie plus importante de l'épargne des citoyens vers justement ces investissements dans le non coté. Alors, au-delà de ces débats, si on peut dire un peu franco-français, on a aussi porté le grand sujet de l'Union des marchés de capitaux. Alors, comme vous savez, il y a eu un rebranding. Maintenant, on dit Union de l'épargne et de l'investissement, mais enfin, ça revient un petit peu au même. Ça reste une idée fortement soutenue par la France. Alors ça a été rappelé parce que messieurs Draghi et l'État nous l'ont dit, c'est très important. C'est pas forcément une fois encore la silver bullet qui va résoudre tout, mais c'est important parce que c'est un point différenciant par rapport aux autres en grands marchés, notamment par rapport aux grands marchés outre-Atlantique, du moins à l'époque qui était un peu raisonnable. C'est que nous avions des autorités atomisées de supervision, c'est que nous avions des marchés pas assez coordonnés, c'est que nous avions un single rule book peut-être, mais enfin qui était lu de 27 manières différentes. Bref, il y avait beaucoup à faire sur l'Union des marchés de capitaux. Nous continuons d'agir en la matière. Nous avons été très encouragés par la communication de la Commission qui est sortie il y a une quinzaine de jours. Très honnêtement, c'était plutôt mieux que ce à quoi on s'attendait. C'est très bien. Ça veut dire que le degré d'ambition, malgré pas mal de pays, voire pas mal d'institutions qui ont essayé de faire du pushback, l'ambition est toujours là. Donc, c'est très bien. On continue à essayer de l'accompagner. Sur la titrisation, on va avoir un texte qui sera la relance du marché de la titrisation. On aura un texte qui sera là très bientôt. Et on pense que c'est quelque chose de très bien. On aura très certainement aussi des propositions sur la partie de supervision, qui est pour nous un sujet important, pas, comme le répètent certains, parce que l'ESMA est situé à Paris, mais parce qu'on considère que la supervision centralisée pour les grands objets européens, ça nous semble être de bon sens et en tout cas une valeur ajoutée à donner à ce marché qui justement n'est pas encore suffisamment unifié. Avoir les grandes infrastructures de marché, avoir les produits qui aujourd'hui sont nouveaux et donc pas forcément supervisés au niveau des États membres, comme les plateformes crypto, ou encore les très grands asset managers qui sont transfrontières, qui seraient tout cela, cette catégorie finalement, c'est assez peu d'acteurs d'ailleurs, qui seraient supervisés au niveau central. Il nous semble que cela joue un rôle utile pour déclencher la confiance et déclencher la sensation d'un marché où les pools de capital abondants, les pools d'épargne abondantes européennes circulent mieux, circulent plus facilement pour financer les entreprises par le marché. Je parlais de l'épargne à l'instant. On n'échappera pas au sujet de la mobilisation de cette épargne et du fléchage de l'épargne. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire de leur épargne, mais il s'agit éventuellement de leur indiquer ce qu'on pense utile et ce qui joue un rôle favorable. C'est ce qui a été dit récemment dans le cadre des sujets de financement de la défense, mais ça va bien au-delà. On sait qu'on a des besoins énormes de financement de long terme.
On sait qu'on a une épargne européenne extrêmement abondante, ça n'est pas le sujet. En revanche, on sait aussi que l'épargne européenne continue à être, dans la plupart des pays européens, largement concentrée sur des produits assez liquides, assez garantis, de court terme, et qui ne se prêtent pas forcément, justement, à part à travers une transformation coûteuse, ne se prêtent pas forcément au financement à long terme de l'économie. Donc, avoir un signal à travers, on a parlé de labellisation, peut-être pour commencer, de labellisation de certains produits pour indiquer que ceux-là sont ceux qui permettent de financer le long terme, ça nous semble utile. Ça peut résonner avec les sujets souveraineté, avec les sujets défense, évidemment. Nous souhaiterons sans doute lier ces sujets. Si ça n'est pas possible de le faire tout de suite au niveau de l'Union européenne à 27, parce que dès qu'on parle de sujets avec un petit peu de fiscalité dedans, on sait bien que c'est difficile. On essaiera de le faire avec un petit groupe de pays pour commencer. On essaie d'avancer. Les Espagnols ont lancé un petit peu la balle. Avec les Allemands, si on peut dire, on la relance. En juin, à Paris, le ministre a convié ses homologues pour continuer à parler de ce projet-là. Et cette fois-ci, ce qui nous semble positif, pas seulement justement entre ministres, mais avec des représentants de la place du secteur privé des différents pays, parce que ça nous semble quand même plus logique d'en parler avec l'industrie financière plutôt que d'en parler entre nous, et d'avancer dans la définition de ces sujets. On ne va pas du jour au lendemain décréter qu'en France nous avons des fonds de pension. Je pense que tout le monde ici en est conscient. On ne va pas décréter même que nous sommes sur la voie de l'épargne de la retraite par capitalisation. En revanche, par exemple, et c'est un chantier qu'on a déjà commencé à mener ces dernières semaines, regardez par exemple ce qui peut être fait pour l'extension, pas forcément la généralisation, mais au moins l'extension beaucoup plus large du plan d'épargne retraite à travers divers leviers qui permettraient d'augmenter notamment le nombre d'entreprises qu'ils proposent à leurs salariés et les capacités des uns des autres à contribuer à ces plans d'épargne retraite. Typiquement, on sait bien que c'est le type de produit qui permet de mobiliser de l'épargne pour du long terme. C'est même le principe. Donc, tous ces sujets nous portent à penser que 2025 devrait être à nouveau une année très active sur ces sujets. On sait bien que le contexte actuel est à la fois très déstabilisant, mais, et c'est l'enjeu de toute crise, hein, c'est d'ailleurs l'étymologie du mot crise, c'est pas forcément négatif, c'est un moment où on fait des choix, c'est le moment décisif, c'est le moment où on peut pencher du bon ou du mauvais côté. On voit bien que ces dernières semaines déstabilisent les marchés en termes de flux, en termes de niveau, mais déstabilisent aussi un petit peu notre façon de réfléchir à tout ça, de penser la régulation, de penser nos objectifs, et accessoirement ramène beaucoup de gens vers ces objectifs jusqu'ici très franco-français qu'on soulevait, comme par exemple la souveraineté de l'industrie européenne, la souveraineté de l'industrie financière européenne. Tous ces sujets-là résonnent quand même encore beaucoup plus aujourd'hui, et nous pensons que cette année devrait être propice à ce titre. Merci beaucoup. Oui, écoutez, je voulais juste